Cinéma sur écoute, la fabrique de sons qui fait entendre les salles de cinéma en Europe. Cinéma sur écoute. Il y a une phrase qui revient souvent lorsqu'on évoque le cinéma Le Zola. Une phrase qui est souvent l'une des premières choses que nous disent les invités, que ce soit les cinéastes, les représentants ou représentantes d'associations. Bref, tous ceux et toutes celles qui interviennent dans le cadre de festivals ou de séances événements. Le Zola, c'est comme une grande famille installée dans un cinéma centenaire dont la façade art déco d'époque se fait l'héritage direct. Il est le seul cinéma survivant de Villeurbanne, commune de 150 000 habitants située dans la banlieue de Lyon. Je m'appelle Manon. Tout de suite, ce cinéma pourtant centenaire m'est apparu fécond. Dans sa programmation qui parfois bouscule, interroge, surprend, dans sa soif de rencontres et de débats, dans sa recherche perpétuelle de faire de la salle de cinéma un lieu non pas simplement de diffusion, mais d'expérience collective. Gratter un peu la pellicule du cinéma Le Zola. En ce moment, c'est les vacances scolaires au Zola. Super goûter, animation, ateliers créatifs. On essaye toujours de proposer des séances un peu particulières dédiées aux enfants. Car ce qu'on appelle dans nos métiers d'exploitant le jeune public représente un public important de l'activité du Zola. Chaque matin, toute l'année, des centaines d'élèves viennent assister à des séances scolaires. Et hors temps scolaire, des séances spéciales leur sont dédiées. Dans cet épisode de Cinéma sur écoute, j'ai décidé de m'intéresser à ce public jeune et aux moyens de médiation mis en place dans les salles spécialement pour eux. Pour cela, j'ai convié Émilie Lebel sur les sièges bleus du Zola. Émilie est médiatrice culturelle indépendante dans la région lyonnaise. Elle dédie son activité aux enfants et jeunes ados en proposant de multiples actions de médiation mêlant art, philosophie et enfance, et en créant des espaces de discussion, de création et de réflexion autour des œuvres. Allez, c'est parti. Comment ça va déjà ? Écoute, ça va bien, très très bien, merci. Tu dois être un peu dans ta zone de confort, entre guillemets, parce qu'il faut dire que tu as aussi lancé ton podcast qui s'appelle Pouce, qui est dédié du coup à l'art auprès de l'enfance et de la jeunesse, comme tout ton travail à peu près, et dans lequel tu invites médiateurs, animateurs, enseignants, éducateurs, pour parler d'initiatives d'éveil artistique auprès d'enfants. Aujourd'hui, tu n'es plus hôte, mais invitée sur le podcast du Zola. J'aimerais qu'on commence par parler du nom des regards en miroir, donc c'est le nom de ta structure, parce que je trouve que choisir un nom lorsqu'on est en train de créer son projet, c'est pas si facile, c'est à la fois faire preuve d'un esprit créatif, original, trouver quelque chose qui n'existe pas, mais c'est surtout savoir prendre le recul nécessaire sur un projet qui est parfois même pas encore élaboré, ou pas tout à fait en tout cas, et arriver à lui donner une couleur, une identité, un visage. Tout à coup, ça devient très concret. Donc pourquoi ce choix des regards en miroir et qu'est-ce que ça signifie pour toi ? Des regards en miroir, en fait, c'est une expression qui est ressortie dans un article que j'avais écrit pour un dramaturge qui développe des dispositifs de médiation, où il m'avait justement demandé d'assister à un parcours du spectateur. C'était pour une formation et comprendre comment les stagiaires se positionnaient par rapport à leur lecture du spectacle. Et donc, il m'avait demandé d'observer ça et d'écrire qu'est-ce que je ressentais, qu'est-ce que j'observais dans leur posture de spectateur. Et donc, dans cet article, à un moment donné, comme je l'ai décortiqué un petit peu en toute bienveillance, mais dans ce jeu du regard entre ce que je vois et la manière dont je vois ce que je regarde, avec le prisme de ma culture, de mes valeurs, de mon ressenti, etc. Cette phrase est ressortie. Et puis, l'article est resté de côté. Et effectivement, quand j'ai dû créer le nom de ma structure, cette expression-là de l'article est ressortie comme une évidence parce que moi, tout le travail que je fais auprès du jeune public, des 0-18 ans, c'est à chaque fois de questionner qu'est-ce que l'œuvre met en mouvement, met en regard par rapport à soi, comment l'œuvre vient me toucher, par rapport aux autres, comment on regarde la même chose mais finalement avec notre propre sensibilité. Et donc c'est un jeu de regard entre l'œuvre, soi-même, les autres et comment tous ces regards finalement se révèlent en étant dans le partage et dans l'échange.
D'où te vient en fait cette volonté de transmettre auprès des enfants, de travailler avec les enfants? Si je reprends un peu ton parcours, donc tu en as parlé brièvement, mais tu étais plutôt dans l'administration, la coordination plutôt du spectacle vivant. Tu as fait aussi un peu de médiation déjà auprès de tous les publics, il me semble, si je ne me trompe pas. Tu n'étais pas trop consacré au jeune public. Comment dans ta vie arrive ce besoin presque viscéral de te consacrer au jeune public? Alors en fait, moi j'ai toujours adoré bosser avec les enfants parce qu'avant ma vraie vie professionnelle, quand j'étais étudiante, j'ai été animatrice pendant très longtemps. Ah ouais, donc c'est là depuis toujours en Ouais, fait. ça a toujours été un délice d'être avec les enfants. Et puis quand après, effectivement, j'ai commencé à travailler, mon premier stage, c'était dans un théâtre jeune public. Et D'accord. en fait, j'ai adoré justement accompagner les enfants, les tout petits aussi, parce que je découvrais les spectacles pour les tout petits. Et puis voilà, ça c'est resté un peu dans un coin. Mais à ce moment-là, ce qui m'intéressait plus, c'était effectivement me dire comment je peux évoluer dans cet écosystème du monde du spectacle, parce que moi je venais pas du tout du monde de la culture. Et donc au départ, plutôt sur des missions effectivement de production, d'accompagnement des artistes. Et puis très rapidement, je me suis mise à faire de la médiation et même de la coordination d'actions culturelles, parce que je distingue vraiment les deux. C'est pas les mêmes compétences, même si les deux sont liés. Et donc les enfants faisaient partie de ce public-là. Au début, j'étais plutôt à l'endroit de comment on crée une culture commune. J'ai énormément travaillé sur des projets de territoire et des projets qui se passent dans l'espace public ou des projets participatifs. Et puis, à la fois, il y avait des choses très belles qui se passaient parce qu'effectivement, on est dans la rue, on est chez les habitants, on fait de la médiation, des danses en appartement, enfin, des choses qui sont vraiment à l'endroit de qu'est-ce qui fait qu'on a une culture commune à un moment donné, même si on ne vient pas du même milieu social, de la même culture, même si on n'a pas le même rapport à l'art. Puis en fait, au bout d'un moment, j'ai eu pas mal de désillusions parce que justement, on fait des projets en bas des immeubles et puis il y a plein de gens qui nous disent « mais en fait, c'est pas pour nous ». Donc c'est gratuit, c'est en bas de chez eux, mais il y a cette barrière de c'est pas pour nous, on vous a rien demandé. Et petit à petit, je me suis dit mais en fait, comment on peut justement vraiment aller travailler à l'endroit de qu'est-ce qui nous rassemble et comment on accompagne ça. Et les enfants, c'était effectivement de se dire, faire de la médiation dès le plus jeune âge, se dire qu'on est légitime avec sa culture et à accéder aux œuvres. C'est revenu. Et puis là, j'ai travaillé dans un théâtre qui avait une grosse programmation et un vrai travail d'éducation artistique et culturelle. Et là, en fait, j'ai retrouvé mes premiers amours, justement, le monde de l'enfance, de l'animation. Et j'ai réussi à allier cette passion pour la médiation, c'est-à-dire de trouver ce qui fait sens pour les publics en valorisant leur culture, leur sensibilité par rapport aux œuvres, et en même temps le monde de l'enfance qui est spontané, joyeux, créatif. Et je me suis passionnée. Alors moi, je ne parle pas vraiment de transmission, je parle plutôt d'accompagnement, c'est-à-dire vraiment créer les conditions pour que chacun se sente légitime à s'exprimer, et les enfants, justement, leur proposer des expériences culturelles globales qui vont valoriser et leur imagination, leur émotion et leur esprit critique. Et sur ton site, tu dis que tu défends participe à l'émancipation des individus comme citoyens autonomes et indépendants. Je trouve ça très chouette. C'est en fait à la fois comment les sensibiliser aussi à prendre, à assumer leur propre regard peut-être. C'est ça que tu défends? Oui, C'est en fait à la fois comment les sensibiliser aussi à assumer leur propre regard peut-être. Oui, c'est de prendre soin de soi, prendre soin des autres. C'est-à-dire, dans le monde de l'enfance, il y a aussi ce côté un peu méchant qu'on peut trouver des fois. Les enfants ne sont pas que gentils. Et justement, de donner des clés aux enfants pour gérer leurs émotions, pour en prendre conscience, pour prendre soin aussi d'eux-mêmes et des autres, pour moi, c'est aussi s'autoriser à vivre des expériences culturelles globales. C'est-à-dire... c'est pas de dire à l'enfant t'es pas gentil ou faut faire ci ou faut faire ça, c'est pas non plus d'instrumentaliser une œuvre, que ça soit un livre, un film, pour faire une leçon de morale ou pour lui dire ce qu'il doit faire, mais c'est plutôt se dire comment finalement l'art, qui est pour moi vraiment le cœur de notre humanité, de notre expression, c'est des espaces aussi de rencontre entre les gens, et donc comment ces espaces-là peuvent à un moment offrir cette opportunité de s'exprimer de manière plastique, verbale, émotionnelle. Et donc c'est justement se donner ces clés-là à l'enfant pour l'accompagner à être responsable et pleinement éveillé, ouvert au monde.
Moi, ce que j'aime dans ton projet de médiation, en tout cas de ce que j'en vois de l'extérieur, et c'est aussi ce qui fait écho en fait avec le projet du Zola, c'est cette volonté de créer du lien. D'ailleurs, si on reprend le sens originel du mot médiation, Eh oui. qui vient de l'adjectif medius, qui signifie être au milieu, être Faire central. lien. Voilà. Et donc, en fait, tu as un peu le point d'ancrage, ou un point d'ancrage, qui permet de créer le lien entre à la fois les artistes et les structures culturelles ou éducatives, entre l'art et les enfants, entre l'art et la philosophie aussi. Comment tu te sens dans cette position de pivot, j'ai envie de dire, de noueuse de liens, sans qui, en fait, la rencontre, elle se fait pas, ou en tout cas, elle est plus compliquée? Tu te sens comment dans cette position-là? Elle est naturelle pour toi? Ouais, j'ai l'impression que j'ai trouvé ma place à cet endroit-là, qui est un endroit aussi de tension, Oui, parfois, oui. puisque c'est pas toujours simple non plus. Moi, étant indépendante, justement, je suis pas toujours dans la bonne case. Je suis pas artiste, je suis pas enseignante, je suis pas animatrice, je suis pas dans une structure. Donc, c'est pas toujours une place confortable. Mais j'ai l'impression que c'est une place passionnante parce que c'est être en dedans, en dehors. Et justement, d'être de nouveau dans ce regarder en train de voir. C'est-à-dire que j'observe tout en étant active. Je réfléchis à comment on va créer les conditions et on crée des espaces de rencontre. J'ai l'impression que c'est une place qui est vraiment très subtile parce que, de nouveau, il ne s'agit pas, pour moi, de transmettre quelque chose en disant c'est comme ça ou de leur apprendre quelque chose, mais plutôt créer des espaces de liberté, de jeu, de plaisir pour se saisir justement d'une œuvre d'art, quelle qu'elle soit, et s'autoriser à être face à ça. D'ailleurs, c'est drôle parce que tu as fondé WOW, c'est ça? Ça se prononce Oui, W-O. Wow. Cofondée, je ne suis pas la seule Cofondé. Donc du coup, WOW, c'est un collectif de médiateurs et de médiatrices culturelles indépendants. Autrement dit, même au sein de la médiation, tu fais de la médiation. Oui. Et ça, enfin, ça veut tout dire, je trouve. En fait, dans mon parcours, j'ai toujours eu besoin de rencontrer les gens pour comprendre ce qu'ils font. Et du coup, quand j'ai commencé à envisager l'idée de devenir indépendante, j'ai essayé de regarder si ça existait, s'il y avait d'autres indépendants autour de moi. C'était il y a un peu plus de 5 ans, parce que j'ai commencé à y réfléchir vraiment en 2016. Et donc, il y avait très très peu de monde, mais il y en avait certains. Et donc, je suis allée les rencontrer, je suis allée les interviewer. Et puis après, cheminant, j'ai créé moi ma propre entreprise, auto-entreprise. Et il y avait pour moi vraiment ce besoin de se dire, dans cette défense ou dans ce côté un peu militant, de se dire qu'on peut faire de la médiation autrement. C'est pour ça que je fais une distinction entre la coordination d'action culturelle, la pratique artistique qui est portée par les artistes parce qu'ils sont à l'endroit de comment ils vont justement faire goûter une démarche artistique, comment on passe d'une idée à une forme, comment on va travailler aussi sur des outils vraiment artistiques, pour le théâtre, placer la voix, avoir conscience de l'espace, pour la danse, les qualités de corps, etc. Pour le cinéma, justement, de travail plutôt d'éducation à l'image, de réalisation, etc. Bref, je me suis dit, c'est quelque chose que je ne peux pas apporter seule. Je ne vais pas révolutionner l'écosystème et le monde de la médiation. Mais par contre, c'est en se fédérant et en valorisant et en identifiant les médiateurs pour justement porter à un moment donné une parole commune, de se dire qu'on peut faire médiation autrement et en complémentarité des lieux et des équipes artistiques. Et donc, comme j'avais déjà, depuis 2016, rencontré plein de gens pour justement comprendre pourquoi l'indépendance, que petit à petit, on gardait aussi contact, etc., il y a eu un petit noyau de personnes qui étaient dans mon réseau. Et puis, j'ai rencontré aussi Anne-Sophie Marchal, qui travaillait pour le blog Mon cher Watson, qui elle aussi interviewait des personnes de son côté, qui elle est plutôt du monde des musées.
On a confondé WOW en se disant ça peut vraiment être une plateforme ressource pour inspirer des personnes qui ont envie de se lancer dans l'indépendance, puisqu'on voit que le milieu culturel est aussi en mutation à plein de niveaux dans le rapport aux œuvres, la recherche de sens et comment on va aller justement permettre au public d'aller dans ces lieux-là. Donc voilà, on a cofondé ce collectif pour valoriser la médiation culturelle autrement. Quelles actions concrètes vous menez pour ces métiers-là ? Alors, on a des ateliers thématiques déjà qui réunissent les membres du collectif, où là, on est plutôt à l'endroit de l'entrepreneuriat. C'est-à-dire, on a tous nos métiers de cœur, c'est-à-dire la médiation. C'est un collectif pluridisciplinaire. Et ça mêle donc autant le cinéma que le monde des musées, du spectacle, le monde des sciences, du patrimoine, de l'archéologie. Donc, on a nos cœurs de métier. Et puis, à côté de ça, on découvre tous ce nouveau métier qui est entrepreneur, qui est un métier qu'on n'apprend pas forcément à l'école, encore moins dans nos formations plutôt généralistes. Et donc, on découvre comment on gère une auto-entreprise, d'autant plus dans le milieu culturel, puisqu'on n'est pas là pour faire du business pur, qu'on est toujours avec des objets culturels. Et donc, ces ateliers thématiques-là, c'est vraiment des temps de mise en partage, de dire comment on peut... Encore une fois. Comment on peut justement réfléchir à des histoires de statut, la communication, l'administration, des questions vraiment très pragmatiques liées à l'entrepreneuriat et avec aussi des réflexions de fond sur un entrepreneuriat culturel éthique, puisque c'est trouver sa place dans cet écosystème qui est subventionné. Nous, on est en auto-entreprise, donc on a d'autres problématiques. Et en même temps, on défend l'accessibilité, le service public. Donc, c'est un peu comment on évolue là-dedans. Ensuite, on a des ateliers d'analyse de pratique. J'ai impulsé ça parce que c'était pour moi essentiel, justement, à travers nos métiers où on est seul. C'est-à-dire qu'on est tout le temps avec des publics, on est tout le temps avec des artistes, avec des partenaires. Mais mine de rien, dans nos médiations, dans la conception, dans l'animation, on est un peu tout seul. Et donc, c'est un peu le lot aussi de l'indépendance, c'est que finalement, on est seul parmi tout un écosystème. Mais c'est intéressant d'avoir aussi un retour en tout cas sur son travail. C'est ça, et puis de continuer d'avoir des espaces qui vont le questionner, se dire en fait là je suis pas à l'aise avec ce public-là, qu'est-ce que je peux faire ? Ou là c'est nouveau de mettre en place cette visite. Enfin, c'est d'être vraiment à l'endroit là où on est sur le cœur de nos métiers, sur nos endroits de force et de fragilité, et de mettre ça en partage. Avec des temps beaucoup présentiels aussi, parce que le collectif est francophone, il est basé, parce qu'on a aujourd'hui une 50aine de membres, basés majoritairement en France, mais aussi au Québec, en Suisse, en Belgique. Donc on a beaucoup de rendez-vous en visio. Voilà, et puis après, on a justement des commissions qui sont en train de se mettre en place pour justement aller à l'endroit de se dire comment on peut faire autrement de la médiation. Donc on est en lien avec des associations pour parler de ça. Moi, j'ai rejoint le conseil d'administration de l'agence Auvergne-Rhône-Alpes Spectacle Vivant pour aussi porter cette voix de faire médiation autrement. Puis après, on est un vrai espace de ressources parce qu'avec le site internet de WOW, on a beaucoup de ressources en ligne pour justement aider les étudiants, les personnes en reconversion qui ont besoin d'outils pour se lancer dans l'indépendance. Je t'ai invité aujourd'hui à intervenir sur le podcast. Déjà, c'est parce que ton métier et puis tout ce que tu racontes là, c'est très intéressant. Mais c'est aussi parce que tu vas intervenir cet après-midi autour d'une séance de Contes de printemps, qui est un programme de court-métrage autour de la nature et de l'éveil du printemps. Tu vas proposer un cinéphilo, un rendez-vous qu'on a décidé de mettre en place au Zola régulièrement, en fait, à chaque vacances scolaires, pour les enfants à partir de 7-8 ans. Je crois savoir que tu vas leur parler de la célébration de la nature, apprendre à regarder au-delà des apparences, conquérir des espaces inconnus, être à l'écoute de leur environnement, tout un programme. Comment tu prépares ce type d'intervention et quels outils tu vas utiliser pour sensibiliser les enfants à ces questions philosophiques ? Je crois savoir que tu travailles beaucoup sur l'exploration sensorielle et corporelle. Oui. Alors déjà, ce qui détermine l'intervention, c'est la question du format, de la durée.
Si j'ai 30 minutes ou si j'ai 3 heures, je ne vais pas proposer la même chose. Là, sur des formats de 30 minutes, on va être sur de la discussion simplement, mais avec un temps un peu d'intelligence émotionnelle, déjà de partir du ressenti, pour ensuite aller vers un cheminement philosophique. Mais sur un temps aussi court, on est plutôt sur une discussion à visée philosophique qu'un temps philo pur. Effectivement, si c'est des temps plus longs, de 3 heures, là, il va y avoir plus un temps de mise en mouvement, plus un temps d'intelligence émotionnelle où on va vraiment éprouver, repasser par le corps pour remobiliser les images, la musique du film. Moi, je leur propose des images imprimées, des extraits sonores. Enfin, là, on va replonger vraiment dans le film. Et puis, petit à petit, de commencer à faire émerger des questionnements et de ces questionnements, de commencer à élaborer des concepts philosophiques. Là, cet après-midi, 30 minutes, du coup, on va vraiment être sur qu'est-ce qui les a marqués, qu'est-ce qui les a touchés. Et comme c'est un programme de 4 courts-métrages, ça va être déjà de trouver un petit peu qu'est-ce qui réunit ces 4 courts-métrages. Qu'est-ce qui est le point commun entre les 4 et qu'est-ce que ça leur évoque. Donc, une fois que j'ai déterminé le format, je regarde le film pour quand même être au courant de quoi il s'agit, pour voir aussi l'esthétique, voir vraiment comment sont travaillés les concepts, puisque pour moi, chaque œuvre a une teneur philosophique, mais de manière très différente. Donc c'est déjà moi d'être en résonance avec cette œuvre, de voir comment elle me touche aussi, quelle émotion elle surgit, quelles questions elle me pose, quel endroit je trouve intéressant ou me questionne moi-même. Enfin, c'est de me mettre déjà dans cette posture, d'être en résonance avec l'œuvre. Et puis après, je fais ressortir un peu les grands thèmes, des questionnements philosophiques. Et là, comme j'ai en tête ce format de 30 minutes, je vais être plutôt sur des questions d'analyse conceptuelle, c'est-à-dire de faire ressortir un peu les thèmes. Et donc, comme je disais, là, l'enjeu, ça va surtout être de trouver le point commun entre les 4 courts-métrages et de commencer à s'interroger sur notre place dans la nature et la responsabilité de l'homme vis-à-vis de la nature. Voilà un petit peu la proposition qui sera faite aux enfants. C'est quelque chose d'assez simple, mais de commencer justement, de passer juste d'une lecture d'une œuvre à finalement quelque chose de plus personnel de moi, comment je me situe par rapport à la nature. Puisqu'il y a par exemple, sur le premier court-métrage, c'est des enfants. Donc c'est aussi de les amener à être en réflexion par rapport à leur propre position dans le monde et la nature. Il y avait un renard et après le lion il était mort parce que le lion l'a poussé là. Et après quand on avait la nuit, on avait un orage qui pleut. Pour revenir un peu sur l'exploration sensorielle et corporelle, comment ça prend forme dans tes ateliers ? C'est quelque chose qui est important pour toi d'être du côté de la sensation ? Oui, parce que en fait, on a effectivement l'intellect qui prend beaucoup de place, mais le corps, le ressenti, les frissons, les endroits de tension, en fait, c'est tout aussi cette éponge émotionnelle, corporelle qu'on peut avoir. Et en fait, quand on est énormément touché par une œuvre, déjà, j'observe sur moi, mais aussi sur les autres, que déjà, il y a besoin d'avoir un temps d'accueillir tout ce qui s'est passé. S'il y a eu des pleurs, s'il y a eu des rires, il y a quelque chose presque de l'ordre de la vibration, quoi. Donc, ça active des choses dans le corps. On voit aussi la musique qui a une place importante en lien avec l'image, comment elle va décupler une émotion. Et donc, de repasser par ces sensations, pour moi, c'est reconvoquer à l'endroit de l'intelligence corporelle, de l'intelligence émotionnelle, se dire que c'est aussi important que l'analyse presque scolaire d'une œuvre. Faire confiance en fait à la mémoire du corps. Exactement, faire confiance à la mémoire et ce que c'est venu toucher. Si ça crée des frissons, des moments de tension, des moments de respiration, etc., c'est reconvoquer ça. C'est aussi pour moi, dans l'idée qu'on est un groupe, mais que c'est des individus au sein d'un groupe, pareil, par expérience, j'ai pu voir que pour pouvoir parler de sensibles, d'émotions, d'interprétation, etc., c'est aussi essentiel de déjà créer un climat de confiance. Et donc, pour pouvoir faire ça, justement, cette mise en mouvement, mise en corps, c'est travailler la confiance, travailler l'écoute, le respect de chacun. Et donc, cette mise en mouvement, c'est une sorte d'introduction qui va créer les conditions après pour vraiment parler du cœur du sujet, mais qui est essentiel. Donc, c'est créer ces conditions-là, reconvoquer le ressenti qu'on a tous traversé, et ensuite, aller vraiment dans le cœur du sujet et mettre ça en partage, mais presque comme si on s'acheminait sans qu'on s'en rendait compte, et du coup, on n'est pas...
c'est pas l'idée d'on est face à une feuille blanche et maintenant, hop, disserte, mais c'est plutôt d'avoir éprouvé justement par le corps et par des jeux de mise en regard, de confiance, etc., pour pouvoir ensuite aller au cœur du sujet. Est-ce que tu as des souvenirs, petites ou ados, de moments qui t'ont marqué un peu dans ta découverte justement de l'art, de ces sensations un peu nouvelles, ou en tout cas décuplées? Ça peut être, je sais pas, un film ou une expérience dans une salle qui t'a marqué, ou quelque chose qui t'a marqué, qui a contribué un peu à allumer cette petite flamme, en tout cas voilà, ce début de ressenti, de sensation. Dans le cinéma, moi, c'est vrai que ça a toujours été un endroit de grande joie. Dès que je rentre dans une salle de cinéma, que la lumière s'éteint et qu'il y a cet écran qui s'allume, ça m'a toujours procuré une émotion de dingue. Et je ne pourrais pas l'expliquer. Le cinéma, c'est vrai que là, pour le coup, il y a des souvenirs d'enfance. Alors nous, on avait un rituel. À chaque Noël, on allait voir le Disney. Bien sûr. Bien sûr. Et du coup, ça, c'était un grand moment de joie dans la famille. Parce qu'en plus, à l'époque, moi, j'habitais à Paris. On y allait au Grand Rex. Il y avait la Féerie des Eaux. Enfin, c'était vraiment l'événement de l'année quand on allait au cinéma. Après, ça serait difficile de résumer tous les films qui m'ont marqué parce que j'ai l'impression que le cinéma, je le vis toujours de manière hyper intense. Moi, j'ai l'impression de plonger dans l'écran, littéralement. D'être en empathie, mais à 300% avec les personnages. Et j'ai souvenir... par exemple, le film Le Titanic, quand je l'ai vu au cinéma, où j'ai pleuré pendant 1 heure dans la voiture. Je n'arrivais pas à sortir du film, au point où mon père m'engueulait. Ah non, mais il me disait, mais arrête, le film est fini, mais c'est n'importe quoi, stop, quoi. Et où j'étais, et vraiment, c'est des émotions. Et t'étais ado à ce moment-là? Ouais, ou... c'était 97, du coup, je sais plus, j'avais 12-13 ans. Donc c'est l'une des premières... vraiment grosse émotion liée au cinéma. Tu vois, je me souviens aussi de Jurassic Park où j'étais morte de trouille et j'étais planquée dans les bras de ma mère. Enfin, c'est pour ça que là, petit à petit, il y a des films qui reviennent, mais vraiment, je les vis hyper intensément. Tous? Parce que là, tu as cité des films assez spectaculaires, oui, entre oui. guillemets. Parce que c'était des films de mon enfance, Bien tu sûr. vois, films d'auteur, enfant, non, j'ai pas vraiment de souvenirs. Pas forcément d'auteur, mais peut-être des films plus intimistes dans le ressenti. Il y a 2 choses. Il y a le premier où c'était la première fois que j'allais voir un documentaire, mais en fait, ça parlait pas du tout. C'était très lent et moi j'étais là genre. C'est une expérience, ça. Ça, je me souviens, c'était une émotion d'ennui, mais presque de au secours, où j'étais dépassée par ça. Tu vois, je me disais, mais je comprends pas. Ça m'a marqué, mais cette lenteur. Et que ça parle pas. Moi, justement, ne venant pas du tout d'un milieu culturel, les sorties ciné, c'est celles que je te citais, plutôt film grand spectacle. Et puis après, ça a été le théâtre. Mais du coup, tu vois, les films documentaires, qui étaient un nouveau monde pour moi, ça m'a marqué, parce que c'était une expérience, tu vois, de la lenteur. Et après, des films plus de dialogue où... là, c'était plus la question de l'écriture du scénario, où j'ai été fascinée dans la psychologie des personnages. Mais où du coup, pour moi, là, il y avait quelque chose de plus intellectuel, où tu vois, j'ai pas de ressenti corporel, où ça va plus, je vais être touchée plus intellectuellement par la force des dialogues. Mais où pareil, tu vois, moi, je vais jamais voir des films, tu sais, des thrillers psychologiques très angoissants, mais moi, je peux pas, je fais des cauchemars pendant 3 semaines. Ah non, mais vraiment. Encore aujourd'hui, moi, les films interdits moins de 16 ans, je fais attention, parce que je plonge littéralement, c'est fort, quoi. Et alors, ça te fait ça quand tu regardes un film sur ta télé? Alors, j'ai pas la télé. Ou sur un écran plus petit qu'une salle de cinéma? C'est différent. Enfin, tu vois, oui, effectivement, quand je regarde un film sur l'ordi, il y a quand même une dimension, tu vois, pour moi, l'ordre de l'expérience qui est quand même hyper forte. T'as pas l'expérience. Mais il y a quand même cette plongée, cette empathie avec les personnages. Oui, je suis capable de pleurer dans mon lit quand le film est fini, tu vois. Tu vois, il y a un truc, le cinéma est très très fort à cet endroit. Mais du coup, la salle de cinéma est aussi comme une caisse de résonance un peu de tous ces ressentis, tout ce qui te travaille à ce moment-là et qui intensifie encore plus les choses. Donc c'est assez beau, je trouve. Ouais, dans les salles de cinéma, ce qui me fait... C'est souvent les rires et les pleurs. Je trouve ça... Quand ça résonne, tu vois, quand t'as des personnes qui pleurent à côté de toi, ou qui rigolent, ou des rires juste fous, ouais, c'est à cet endroit où il y a quelque chose qui est plus extraverti ou que des... Avec tout ce que ça comporte des fois de « Oh merde, il s'est mis devant moi, sa grande tête » ou l'autre qui mange son popcorn. Tu vois, il y a des fois où ça dépend des salles, tu vois, mais... Ouais, c'est l'expérience du collectif, quoi.
C'est ça, c'est la magie. Bah écoute, merci beaucoup pour ce petit moment passé ensemble. Merci. Vous venez d'écouter Cinéma sur écoute, le podcast qui vous donne à entendre les salles de cinéma. Nous vous parlons depuis nos salles. Chaque salle de cinéma nourrissant ce flux a sa propre couleur. Mémoire des temps forts du Zola, notre série interroge la salle de cinéma comme un espace de rencontre et de partage au-delà de l'écran, comme la porte ouverte vers un possible, vers un cinéma de demain. Cinéma sur écoute. Si ce podcast vous a plu, faites-le découvrir à vos proches. Cinéma sur écoute est lauréat de l'appel à projet Collaborate to Innovate 2021, mis en œuvre par Europa Cinéma et financé par Creative Europe, média de l'Union européenne. Une production Narasson.